Les débats de l'Étoile. Le pasteur Louis Pernaut reçoit chaque mois un invité. Un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Bonjour mes amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel entretien de l'Étoile où j'ai le plaisir d'accueillir Yves Hiver Messeka, qui a de très nombreuses qualités, mais les deux qui m'intéressent aujourd'hui, c'est qu'il est franc-maçon et protestant. C'est vrai ça ? Oui, à peu près. Je croyais que les francs-maçons, ils ne voulaient jamais dire qu'ils étaient francs-maçons parce que c'était secret, donc vous le dites clairement comme ça ? Non, je ne le dis pas. Vous ne le dites pas, donc on ne le sait pas en fait. Non, vous ne savez pas. Si vous allez voir votre cardiologue, vous allez le voir parce qu'il est compétent, pas parce qu'il est cardiaque. Oh, j'ai rien compris là. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, je veux dire que si vous m'avez interviewé, c'est parce que j'ai un peu travaillé sur la franc-maçonnerie. C'est ça. Le fait d'être franc-maçon, oui, je comprends. Ça donne aucune compétence particulière. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes historien, sociologue, Oui. professeur d'université, Oui. et donc vous avez travaillé l'histoire et la sociologie de la franc-maçonnerie, Notamment. et aussi du protestantisme. Et aussi du protestantisme. Et donc vous êtes compétent et vous avez travaillé dans ces deux domaines. Il y a là un livre effectivement qu'on m'a donné, mais vous en avez écrit de nombreux. Ah oui, j'en ai écrit une quinzaine. Une quinzaine. Bon, ben, j'en ai qu'un. Protestant et franc-maçon en Pays de France. Pays de France, c'est ici. Alors sur franc-maçonnerie et protestantisme, j'en ai écrit qu'un seul. Ah, d'accord. J'ai écrit aussi un livre sur un protestant un peu pas très orthodoxe qui s'appelle Charles Fofty. Mhm. Et j'ai écrit un certain nombre d'articles, qui, notamment certains sont sortis dans le bulletin de l'histoire du protestantisme, la Société d'histoire du protestantisme. Mais protestant et franc-maçon, je n'ai écrit que celui-là. D'accord. Bon, alors évidemment, les francs-maçons, ça fait travailler l'imaginaire de beaucoup de gens, on leur attribue beaucoup de choses aux francs-maçons, on leur attribue le meilleur comme le pire, mais c'est un peu de leur faute, parce qu'à force de cultiver le secret, on suppose des tas de choses qui probablement ne sont pas. Il n'y a pas de secret en maçonnerie. C'est vrai ? Ben oui, tout est public. Le secret, c'est son évolution personnelle, c'est intransmissible. C'est comme votre psychanalyse, vous ne pouvez pas la mettre sur la table. Oui, ça c'est vrai. Le reste, c'est de la littérature. Ouais. Alors, dans les pays latins, il y a une certaine discrétion qui est liée aux politiques, je vais dire, antimaçonniques. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est totalement ouvert. Alors, c'est vrai qu'en Angleterre, en France, la franc-maçonnerie, c'est très compliqué, il y a une sorte de secret, de réseau souterrain. En Angleterre, les gens sont francs-maçons, c'est tout à fait normal. Ah oui, la reine d'Angleterre, paix à son âme, est franc-maçonne, j'imagine. Non, la reine d'Angleterre n'est pas franc-maçonne. Ah bon ? Non. Ah zut. Ah non. Son mari, oui. Ah oui. Feu son mari, Enfin, oui. en tout cas, on l'était assez facilement, et disons que ça avait moins de signification qu'ici Non, en mais France. le pire, c'est aux États-Unis. Enfin, le pire ou le mieux, c'est aux États-Unis, où c'est écrit sur la boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Oui, là, il n'y a pas de problème. Nous, on a le souvenir de persécutions. Qu'est-ce qu'il y a eu comme persécution ? Vichy, notamment. Ah, Vichy n'aimait pas les francs-maçons. Ah non, Vichy n'aimait pas les francs-maçons. Non, il a interdit toutes les obédiences maçonniques. Et pourquoi ? Parce qu'il estimait que ça faisait partie des institutions qui avaient provoqué la chute de la France. C'est le complot judéo-maçonnique ? Ça fait partie du complot judéo-maçonnique. C'est quoi cette histoire de complot judéo-maçonnique ? C'est vrai que les francs-maçons ont détruit la France avec l'aide des Juifs ? C'est une invention qui est assez ancienne, qui remonte au XVIIIe siècle, où il faut trouver des boucs émissaires. Ah, c'est ça. Et donc ça marche bien entre les Juifs qui ne sont pas dans la dominante religieuse et les francs-maçons qui sont un peu discrets. Bon, on amalgame le tout et puis on estime que c'est eux qui tirent les ficelles. Mais c'est un complot qui dure, hein, ça continue, vous l'entendez toujours aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous l'entendez toujours, il n'y a pas de problème. Et surtout dans les milieux d'extrême droite. Voilà, et surtout dans les milieux d'extrême droite, beaucoup et un peu dans les milieux d'extrême gauche. Ah oui. Alors beaucoup à l'extrême droite et un peu dans l'extrême gauche. D'accord. Oui. Et il y a combien de pourcents de juifs chez les francs-maçons ? Plus que dans la France, ou est-ce que les statistiques sont les mêmes ? C'est-à-dire qu'on trouve chez les francs-maçons autant de protestants, autant de juifs ? C'est pas possible, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir des statistiques. Ouais, mais on a des idées. Je sais, on a des idées.
Moi, je pense qu'il y en a un peu plus que la moyenne nationale. Pour les protestants, c'est assez clair. Il y a à peu près 10% des formations qui sont protestants. Alors, oui, d'accord. l'argot sensu, ça oui, peut oui, être oui. de culture protestante, de famille protestante, d'origine protestante. Hein. Mais à peu près 10%. Ça a toujours été à peu près 10%. Et donc les francs-maçons ont été persécutés en France, d'où leur discrétion, c'est ce que vous dites, effectivement. Absolument. On se méfie, on n'a pas trop Absolument. envie d'être les boucs émissaires. Oui. Maintenant, le rapport à la religion est intéressant, puisque les protestants, finalement, n'ont rien contre les francs-maçons. Il y a beaucoup de protestants francs-maçons, vous l'avez dit, et la franc-maçonnerie et le protestantisme font plutôt bon ménage. Ah, ça dépend. C'est vrai? Ah oui, ça dépend. Il y a une partie du protestantisme qui s'entend très bien avec une partie de la maçonnerie et une partie du protestantisme qui ne supporte pas une partie de la maçonnerie. Et le phénomène s'est nettement accentué avec l'arrivée des évangélistes. C'est-à-dire que les évangéliques n'aiment pas les francs-maçons. Enfin, globalement, je fais des généralités un peu brutales. Globalement, non. Alors, il y a une grande exception, c'est les baptistes américains. Ah oui. Mais les autres, ils ont tendance à... Parce que, en fait, les francs-maçons ont une à peu près réputation... les mêmes critiques que l'Église romaine. Hein, c'est pas... Alors, l'Église romaine n'aime pas les francs-maçons, je ne vais pas dire ça, mais normalement, l'Église romaine est considérée comme incompatible avec la maçonnerie. Alors, elle continue aujourd'hui. Il y a toujours les bulles d'excommunication qui sont... Je croyais que... Alors, elles ont... Alors, c'est un peu compliqué à droit canon. Théoriquement, ils avaient pris une formule ambiguë qui consistait à dire que n'était pas excommunié, n'était pas privé de la communion. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. N'était pas privé de la communion ceux qui ne complotaient pas contre l'Église. Ah, donc on peut être franc-maçon tant qu'on ne dit pas de mal de l'Église, ça va. Notamment avec Jean-Paul II, oui. on est revenu au dogme officiel. Oui. Donc c'est toujours la même chose. J'avais entendu dire qu'autrefois, effectivement, les francs-maçons étaient normalement excommuniés de l'Église catholique romaine et que maintenant c'était juste considéré comme un cas de péché mortel ou je ne sais pas quoi, c'est ça? Alors sur le dernier droit canon, il doit y avoir 1000 articles, je ne sais pas. Ouais. Il y en a 2 qui touchent la maçonnerie. Il ne faut pas imaginer que les cardinaux ils se lèvent tous les matins obsédés par la maçonnerie. Donc on est un peu marginal. Non, mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ouais. Enfin maintenant, le problème, c'est que tout le monde ferme les yeux. Ben, plus ou moins. C'est-à-dire que... Plus que moins. Parce que quand vous avez des grands maîtres qui sont enterrés par l'évêque, l'archevêque comment il s'appelle, de Reims, oui, ça m'étonnerait qu'il ne sache pas qui est la personne que l'on enterre. D'accord. Mais on avait déjà une anecdote comme ça qui était déjà arrivée quand le maréchal Magnan, qui était grand maître du Grand Orient, a été enterré, le pape de l'époque, alors c'est en 1864 par là. Quand il a été enterré, le pape a fait remarquer à Darbois, qui était archevêque de Paris, qu'il était franc-maçon. Et Darbois a répondu naïvement qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas vu, alors qu'il y avait sur son cercueil ces insignes de grand maître. Ça ressemble à quoi les insignes de grand maître? Ah, c'est joli. C'est un beau collier. Vous connaissez les maires anglais? Les lords, le même à peu près. D'accord. Voilà. Alors il y en a de toutes les catégories. Là, si vous voulez avoir ça, il faut que je vienne en deuxième semaine, parce que je pense que, par exemple, dans certaines obédiences, il y a une bonne centaine de décors différents. Ah oui, ça dépend. Chacun a un peu ses rites. Chacun a son grade, son rite, sa fonction, etc. Alors, sinon, c'est un grand collier comme que vous avez comme les maires anglais, comme les lords anglais, les lords majors plutôt, pas les lords. Alors, l'Église catholique, effectivement, a priori est officiellement contre. Vous dites qu'après, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. C'est vrai qu'entre nous, c'est un peu comme ça. Le pape, il a des tas de règlements et les catholiques que je rencontre, moi, souvent... prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Par exemple, le pape est opposé à la contraception. Je connais plein de familles très catholiques qui, au bout du 13e enfant, font un peu de contraception quand même pour éviter de limiter les naissances. C'est à peu près la même chose. Mais par contre, là où ça pose problème, et là où... Non, c'est un phénomène récent. Hein. Pendant longtemps, on a assez suivi... Alors, c'est un peu compliqué, les rapports de la maçonnerie et de l'Église romaine. Alors, premièrement, un pays protestant, tout le monde s'en moquait, et même c'était un sujet de satisfaction. Savoir que les maçons étaient excommuniés un pays protestant. Oui, c'est plutôt bien. C'était plutôt bien, donc ça ne les a pas gênés.
En France, on oublie complètement qu'au XVIIIe siècle, il y avait un système tout à fait particulier qui était le gallicanisme. C'est-à-dire des églises catholiques qui n'obéissaient pas au pape. N'obéissent pas au pape, oui, c'est ça. Le concile national était supérieur aux décisions pontificales. Et toutes les bulles pontificales devaient être enregistrées par les parlements. Alors, parlement au sens 18e, c'est-à-dire haute cour de justice. Donc, en général, c'était celui de Paris, on le passait à celui de Paris, puis tous les autres parlements régionaux suivaient. Et les bulles d'excommunication des papes n'ont jamais été présentées. Ah donc les francs-maçons français n'étaient pas excommuniés, contrairement à ce que certains aujourd'hui veulent croire par anticléricalisme primaire. Oui, mais ce que je dirais, c'est que... C'était vrai, le grand choc, c'est 1850-1940. Ouais. Là, c'est vraiment le grand choc. Ça devient plus compliqué. Oui, ça devient très compliqué. Parce que je dirais que les catholiques laïcs prennent la distance qu'ils veulent par rapport aux règles de l'Église, c'est ce qui se passe le plus souvent. Ce qui est compliqué, c'est pour les clercs, c'est-à-dire les prêtres. Il y en a parce que eux, ils n'ont pas tellement la liberté de faire autrement. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore quelques-uns. Des prêtres en maçonnerie en France. Des prêtres francs-maçons. Puis il y en avait un, dans les médias, on a beaucoup parlé d'un prêtre franc-maçon à Megève là, qui s'est fait virer. Oui, c'est ça. Oui. Il y en a encore quelques-uns, mais il n'y en a plus beaucoup. Au XVIIIe siècle, on estime que 5% de l'effectif était composé de clercs. D'accord. Mais après, ça a diminué fortement, ça a quasiment disparu maintenant. D'accord. Ouais. Donc c'est bon, c'est plus franchement ou alors un sujet ceux qui sont là, alors là, peut-être je dis une ânerie, ceux qui sont là, ils sont en mission, je pense. De surveillance, de dialogue. De dialogue, oui, d'accord. Oui, de dialogue. Parce que, comme partout, en tant que bons ennemis, on se parle. Mais personne ne vous le dira. Alors, les protestants ont évidemment un rapport particulier avec la maçonnerie, puisqu'en fait, la franc-maçonnerie prétend remonter à, je ne sais pas quoi, moi, aux chevaliers des croisades ou à autre chose, là, aux templiers, mais en fait, ça a été recréé au XVIIIe siècle par un pasteur protestant, non? C'est pas vrai, ça? Par définition, en Angleterre, il eût été surprenant que ce ne fût pas des protestants. Oui, mais ce n'est pas les constitutions d'Anderson ou qui oui, tout à fait. Mais la franc-maçonnerie est un club anglais. C'est avant tout un club anglais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. C'est un club anglais. Et parmi l'éthos britannique, il y a le fait qu'il y a le protestantisme. Oui, je comprends. Alors, il y a parmi les fondateurs un certain nombre de pasteurs, dont deux qui sont un peu plus connus que les autres. Donc il y a James Anderson, qui a la particularité d'être écossais et pas anglais, et qui a la particularité d'être presbytérien et pas anglican, et qui a la particularité d'être orthodoxe. Il a écrit un grand traité contre le libéralisme, orthodoxe au sens d'avoir une foi très classique. Contre l'unitarisme. Il a écrit un grand traité absolument illisible, d'ailleurs. Enfin, s'il y en a un qui l'a lu, puisqu'il a fait sa thèse dessus. L'autre pasteur, c'est Jean-Théophile des Aguilhuies, qui lui est d'origine française, et qui lui est latitudinariste. Ça veut dire quoi, ça? Alors, latitudinariste, c'était la doctrine officielle de l'Église anglicane, c'est-à-dire une vision très libérale. D'accord. Au XVIIIe, que n'a plus l'Église anglicane au XIX, parce que c'est pas linéaire. Il y a parfois des retours en arrière. Donc il était très ouvert, quoi. Donc assez curieusement, les deux étaient tous les deux presbytériens, donc calvinistes, et pas du tout anglicans. Mais il se trouve qu'ils ont pris un peu le leadership, mais la masse des pasteurs qui sont en maçonnerie sont des pasteurs anglicans. D'accord. Parce que, évidemment, donc, il y a un lien historique entre la maçonnerie et le protestantisme en Angleterre, anglais. Absolument. Et sinon, il y a aussi un lien sur d'autres points. Par exemple, je sais qu'une fois, nous, dans nos temples, on fait la communion en cercle autour du temple, là où on se passe le pain et le vin. Et je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas franc-maçon, mais quelqu'un m'a dit, mais ça se passe comme ça chez nous. Oui, ce qu'on appelle la scène de Rose-Croix. Oui. C'est vrai? Oui, ça se passe comme ça. Et donc, alors, c'est un peu compliqué. La franc-maçonnerie, ce n'est pas une religion. Non, mais il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas une religion. C'est le temple maçonnique, ce n'est pas l'objet du salut. C'est pas le lieu du salut, pardon, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est vrai que le partage du pain et du vin au grade de
à la scène protestante. Et puis les références bibliques sont infinies, mais surtout dans l'Ancien Testament. C'est toujours des références sur des mots hébreux, des choses comme ça. Mais c'est fait exprès. Les Anglais ont fait ça par ouverture d'esprit. C'est-à-dire que pour éviter ce qui posait problème, c'est-à-dire les questions du Nouveau Testament entre chrétiens, c'est là qu'il y avait problème. C'était pas sur le statut de Salomon. Oui, sur la divinité de Jésus, des choses comme ça. C'était pas sur le statut de Salomon que ça posait problème. Donc on a tout repris, si j'ose dire, dans l'Ancien Testament, où il y a l'Éternel d'un côté, et puis un discours historique, si l'on peut dire. Et ce qui permet très rapidement, chez les Anglais, ce qui n'était pas le cas des Français, par exemple, d'admettre des Juifs. Ah oui, c'est ça. Alors qu'en France, on a mis 100 ans, on a traîné les pieds. Mais eux, ils ont assez rapidement admis, c'est les deux pays, les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas et puis le Royaume-Uni, mais c'était aussi les deux pays les plus ouverts, les deux pays les plus tolérants du XVIIIe. Je veux dire, c'est pas un miracle. La maçonnerie ne pouvait pas naître dans la Russie de Pierre le Grand, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas le terreau. Alors, quand elle passe en France, notamment quand elle vient sur le continent, elle se nationalise. C'est-à-dire que là, les maçons français l'ont, j'allais dire francisé, mais gallicanisé aussi. Il y a dans les années 1750, il est écrit assez souvent qu'il faut être catholique. Vous voyez, c'est... Alors, catholique, justement... L'esprit ouverture des Anglais qui disaient qu'en gros, toutes les religions de bonne volonté étaient admises. Enfin non, on limite un peu. Dieu et la révélation. Bon, après, ils sont allés vers les autres religions, parce qu'ils ont ouvert à tout le monde. Mais ça s'est fait beaucoup plus tard. Alors, on a d'abord posé... Le premier problème, ça a été les Juifs, qui a été résolu assez rapidement en Angleterre, puis les musulmans. Ah oui. Eh oui. Alors les musulmans, ils ont Dieu, une révélation, bon, ça allait encore. Alors après, il y a eu les Sikhs et les Parsis. Alors les Parsis, ils avaient deux dieux, mais bon, c'est pas bien grave. Bon. Puis les Sikhs, et puis les hindouistes et les bouddhistes. Là, alors on est déjà dans des choses plus... qui ont moins de rapport avec le grand architecte de l'univers et sa volonté révélée, quoi. Mais on a fini par admettre tout le monde. D'accord. Voilà. Alors les Français ont fait un choix différent, c'est-à-dire ils ont supprimé les références religieuses. Pas tous? Non, pas tous. Au Grand Orient, c'est ça? Au Grand Orient. Oui, au Grand Orient notamment. Oui. Il n'y a pas de référence religieuse obligatoire? Il n'y a pas de référence religieuse obligatoire. Mais on peut travailler à la gloire du grand architecte de l'univers. On peut travailler, mais c'est pas... À mon avis, à la louche comme ça, je pense qu'il y a 20-25% des loges du Grand Orient qui travaillent à la gloire du grand architecte. Le grand architecte de l'univers, c'est comme ça qu'ils appellent Dieu. C'est déjà une théologie d'appeler Dieu grand architecte de l'univers. Ça peut être aussi un principe, ça peut être aussi un symbole, c'est pas forcément Dieu. Dans les obédiences dites régulières, c'est le grand architecte de l'univers, virgule, qui est Dieu. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Dans tous les courants de la maçonnerie, on va dire que c'est plus flou. Et si on est un croyant engagé, au Grand Orient, on se fait mal voir? Ou il y a une ouverture d'esprit qui fait que... Non, il y en a... Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un vrai esprit anticlérical au Grand Orient? Ah, ça je crois, oui. Oui, ça je crois. Anticlérical, mais pas forcément anti-religieux? Non, pas forcément anti-religieux, mais anticlérical, oui. Ils sont, disons qu'ils sont sur un courant laïque un peu strict, quoi. On va dire, c'est un doux euphémisme, on va dire. Oui, je comprends. Voilà. Et alors, l'Église catholique, donc, s'est opposée à la franc-maçonnerie. Les réguliers ont résolu le problème d'une autre manière, c'est qu'on ne discute ni de religion, ni de politique. C'est quoi les réguliers? C'est ceux qui sont reconnus par les Anglais. D'accord. Alors, en France, les réguliers, entre guillemets, non, parce que ça vexe forcément ceux qui... Les irréguliers? Les irréguliers, si j'ose dire, donc je mets guillemets. En général, on dit réguliers et libéraux, ou adogmatiques, pour opposer les deux courants. Les réguliers sont majoritaires en France et en Belgique. Dans le reste du monde, la maçonnerie est exclusivement, ou largement, ou majoritairement régulière. Alors, l'Église catholique s'est opposée à la maçonnerie. Quels sont ses arguments? Et est-ce qu'ils sont bons, à votre avis?
Pourquoi elle est contre? Moi j'essaye toujours de me mettre dans la tête de ceux qui sont en face de moi. Ouais. Oui, l'argument est bon. Le principal argument qui est sous-jacent, même s'il n'est jamais dit, c'est l'indifférentisme. C'est-à-dire, si vous admettez sur un même plan d'égalité des gens de culture et de religion différentes, il n'y a plus de vraie religion. C'est-à-dire c'est le relativisme. Eh oui, c'est le relativisme. C'est ça le problème. C'est la grande question qui continue encore aujourd'hui. Alors après, on peut trouver des choses plus conjoncturelles, de géopolitique, etc. Mais le problème, c'est que si vous admettez... alors il y a ça, et bien entendu, puis le secret. Qui leur plaît pas. Ah oui. Et oui, des gens qui se réunissent dans un coin... sans que ce soit contrôlé par l'Église. Voilà, sans qu'on sache ce qui se passe. Mais c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aussi au niveau j'allais dire, politique. Quand la maçonnerie arrive en Europe, dans tous les pays, dans les années, on va dire 1730, hein, pour faire simple, tous les ministres de l'Intérieur, je mets des guillemets parce qu'ils ne s'appelaient pas comme ça, mais enfin c'était le même, le lieutenant général de police, enfin, etc. Ils se sont tous affolés parce qu'ils se sont dit qu'est-ce que c'est que cette société qui se réunit dans un coin. Et puis ils ont mis, comme ça arrive souvent, des mouches. Et puis quand ils se sont aperçus que c'était pas bien méchant, ils ont dit bon allez on laisse courir. Voilà. Mais pratiquement dans les années 1730, la maçonnerie a été suspectée à peu près dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des francs-maçons, c'est qu'ils sont francs, donc libres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas affiliés à l'Église, ils dépendent de personne, et donc ça, pour les structures autoritaires, c'est difficile. Que ce soit l'État ou l'Église romaine, c'est difficile à admettre que des gens acceptent d'avoir une pensée libre, non dogmatique. C'est très difficile, et on a quelque chose qui est tout à fait caractéristique, c'est que, à quelques exceptions près, il n'y a jamais de maçonnerie dans une dictature. La dictature n'en veut pas. Qu'elle soit de gauche, de droite. Non. Alors il y a quelques exceptions, comme toujours, mais sinon, c'est presque un critère de... Ah oui, d'ouverture. De démocratie, quand vous avez un pays qui... Alors, c'est pas systématique, hein, il y a des exceptions. Mais la tendance générale, c'est ça. Dès qu'il y a un gouvernement autoritaire, il interdit la maçonnerie. La grande période de persécution de la maçonnerie, contrairement à ce qu'on croit, c'est le XXe siècle. En Europe, en 1943, il ne reste plus que 5 pays qui autorisent la maçonnerie. 5. Ah oui, c'est vrai, oui. Et alors, vous allez voir lesquels, parce qu'il y a l'Irlande, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, la Suède, l'Islande... Et les États-Unis. Non, je parle d'Europe. En Europe, pardon. J'ai un trou. J'ai un trou. La Suisse. Voilà, c'est les seuls pays. Tous les autres. Les Suisses, c'est le secret, ça, ils ont l'habitude. Non, ils ont une maçonnerie très christique, les Suisses, majoritairement très christique. Donc effectivement, ils sont ce qu'on appelle, ils pratiquent majoritairement le régime écossais rectifié, qui est un régime un système très christique. Alors, je ne dis pas chrétien, c'est un peu, c'est ésotérico-chrétien, on va dire. Ouais. Parce que effectivement, si j'ai bien compris, il y a donc le Grand Orient évite les références religieuses, et il y a des obédiences qui font une référence religieuse en particulier, si je ne me trompe pas, avec une référence sur le prologue de Jean, qu'ils aiment beaucoup, c'est ça? Alors, la référence... Au commencement était la parole, et la parole était... La référence de Jean, elle n'est pas de l'obédience. Alors, si, il y a une obédience, c'est la Grande Loge de France, où ils ouvrent les travaux sur le prologue de Jean. Ouais. Dans d'autres obédiences, la référence religieuse n'est pas forcément Jean. Elle varie selon les rites, selon les liturgies, si vous voulez. Et même dans certaines loges anglaises, il y a un truc assez drôle, on ouvre la Bible au hasard. C'est la minorité. En général, c'est le livre des rois, c'est les chroniques. Alors pourquoi l'évangile de Jean? Parce que c'est la parole. Et on aime bien la parole, les francs-maçons y parlent. Oui, ils parlent souvent, oui. Enfin, pardon, je vous coupe d'ailleurs parce que je ne suis pas franc-maçon. Ce que j'admire chez les maçons, puisque je suis déjà allé parler dans des réunions, des tenues blanches, on appelle ça, quand on accepte quelqu'un de l'extérieur. Et ce que j'ai toujours admiré chez eux, c'est leur capacité d'écoute. Ça, je trouve ça remarquable. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, on le laisse parler, on ne l'interrompt pas. Quand tu as fini de parler, un autre parle. Ça, c'est la méthode, ça. Et ça, franchement... On est entraîné, si j'ose dire. On est entraîné.
on est entraîné sur les colonnes, Je trouve ça formidable. Ça, franchement, j'avoue que ça, c'est... On doit prendre merveilleux. la parole. Là, vous ne le voyez pas parce que vous êtes, si j'ose dire, c'est pas une vraie tenue, mais quand on veut parler, ça se fait selon un processus pour éviter que ça dégénère. Il faut demander l'autorisation d'abord à son surveillant qui demande au président, qui vous la donne, vous vous adressez à lui et pas à votre interlocuteur, etc. Tout ça pour que le dialogue puisse se faire. Mais vous pouvez faire des dizaines, alors, je peux caricaturer un peu, mais des dizaines de tenues maçonniques sans parler. Non pas parce que vous ne voulez pas parler, mais parce que l'occasion fait que vous n'avez pas à parler. Oui, donc c'est l'importance de la parole. Et effectivement... Non, mais là, c'est le logos, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, il y a aussi un courant en maçonnerie, johannique, ésotérique, qui est relativement important et qui fait que l'évangile de Jean vient aussi de là. Qu'est-ce que vous appelez par ésotérique ? C'est-à-dire l'idée, même si, j'allais dire, au niveau chrétien, c'est pas admis, l'idée c'est que Pierre est exo et Jean est éso. Voilà. Oula, ça y est, là, on est au 33e degré, là, je suis perdu. Voilà, donc, si vous êtes au 33e, c'est bien. Vous êtes arrivé au maximum. Alors oui, expliquez-moi, Jean... Il y a une pensée chrétienne ésotérique à partir de Jean. Voilà. Alors, notamment l'Apocalypse. Même si au niveau de l'exégèse, c'est pas vrai, hein, c'est pas la question. Là, on n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On est dans le mythe, et en mythe, c'est un vrai faux récit, donc la question ne se pose pas. Ouais. Voilà. Donc, il y a, effectivement, dans la maçonnerie, il y a, le contenu est une idée. Après, pour moi, l'idée qu'il y a des gens qui se rassemblent, qui s'écoutent, qui réfléchissent, qui travaillent les textes, qui travaillent les idées, qui approfondissent, qui apprennent à dialoguer, je suis plutôt pour. Je suis même très pour, je trouve ça formidable. Et tous les francs-maçons que je connais sont effectivement en général des gens qui ont une vraie quête de réflexion, d'approfondissement et qui manquent à beaucoup d'autres. Ce qui différencie, ce qui ressemble, on peut dire, les maçons du monde entier, c'est leur propre construction. C'est-à-dire, aller en maçonnerie, c'est participer à sa propre construction. Là où ça diffère un peu, c'est que certains pensent qu'en tant que maçon, on peut participer à la construction du temple de l'humanité, comme entre guillemets, et d'autres disent c'est en tant que citoyen que vous pouvez participer, mais pas en tant que maçon. Ce que vous avez appris, ensuite, vous pouvez le mettre dans la cité. Mais ce n'est pas la maçonnerie. Donc, en maçonnerie, on ne discute pas de problèmes sociétaux. Je croyais que si, au Grand Orient, on discute des problèmes de l'avortement. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a deux courants. Ah, c'est ça. Il y a deux courants, il y en a certains qui lient les deux, c'est-à-dire il y a une sorte de dialectique entre la construction de soi, la construction de son temple et la construction du temple de l'humanité, et d'autres qui le séparent. C'est la grande différence. Oui, mais il y a quand même l'idée de se dire, on va prendre des gens qui sont un peu intelligents, qui aiment réfléchir, qui ont une profondeur, on va les aider à être de plus en plus profonds et intelligents, pour qu'ils puissent, si possible, prendre des postes importants de gouvernement dans le pays, et donc participer à une bonne gouvernance du pays. C'est pas ça ? C'est pas vraiment ça. Il y a souvent des maçons au gouvernement. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de tailler sa pierre pour trouver sa place dans le mur. Et le mur monte. C'est ça le but. Oui, c'est ça. Alors après, il y a plusieurs maisons dans la maison du Seigneur, c'est bien connu, mais l'idée, c'est quand même ça. Et il n'y a pas, c'est pas du tout aussi utilitariste, vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'est la construction. C'est pas de créer une élite qui ensuite, disant, parce que je peux me dire, si je dois nommer un directeur de quelque chose quelque part, autant que ce soit quelqu'un qui ait une capacité de réflexion, donc j'aime mieux que ce soit un franc-maçon qu'un autre. Alors ça peut relever du copinage ou d'autres choses, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment la construction de soi. Ce qui est commun aux maçons du monde entier, c'est la construction personnelle. Alors c'est vrai qu'on reproche beaucoup aux maçons ce côté de lobbying en disant voilà, alors après, ils se tiennent la main. Mais moi j'appartiens
un certain nombre d'associations. Je veux dire, la Société des agrégés d'histoire. Il y a une solidarité. Oui, il y a une solidarité. Non, vous avez raison. Je pense que la Fraternelle des pasteurs aussi, enfin, parce que c'est ceux que vous connaissez, que vous côtoyez, etc. Alors après. Mais disons, pardon, excusez-moi, je vous interromps parce que je ne suis pas franc-maçon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des dérives, comme partout. C'est ça, oui, je comprends. Non, il ne faut pas jouer à l'angélisme, il y a des dérives. Qu'il y ait du lobbying, évidemment, il y en a dans tous les groupes, toutes les sociétés. Un protestant voit un autre protestant qui se propose à un poste, il ne va pas forcément le nommer parce qu'il est protestant, mais va se dire, tiens, ben oui, je le connais. Bon. Et la question, c'est jusqu'à quel point est-ce que la liberté reste, ou est-ce qu'à un moment donné, on est un peu tenu par une sorte de devoir de... La question, elle est là. La question, elle est là. La question, c'est que de temps en temps, il y a des dérives. Il peut y avoir des dérives, c'est ça que vous dites. Non, mais ça, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit de la maison. Non, c'est pas l'esprit. D'ailleurs, de vous à moi, si vous voulez faire carrière, il vaut mieux aller ailleurs qu'en maçonnerie. Ah bon ? Ah oui, c'est pas très efficace. Ben moi, je n'ai pas fait carrière et je ne suis pas franc-maçon, donc j'ai tout raté. Non, mais je vous le dis tout de suite. Hein, si vous voulez vous rattraper, à mon avis, vous avez... Je pense qu'il y a des tas d'autres groupes qui sont largement plus efficaces. Alors, après, vu l'extérieur, donc ce point, d'accord, j'entends. Qu'est-ce que j'aurais d'autre ? J'aurais à dire une chose, c'est que théologiquement, finalement, tout ça me semble assez construit sur l'œuvre de l'homme, en fait, c'est-à-dire d'une sorte d'humanisme qui est à la gloire de l'homme, et dans lequel il n'y a finalement aucune notion de grâce. C'est-à-dire, si on le mérite, on passe au grade supérieur, et puis si on a bien travaillé, on a le droit de ceci, et puis il faut arriver à être meilleur, et progresser, être meilleur et meilleur. Donc il y a une sorte de pédagogie volontariste qui me semble éventuellement manquer quelque chose, qui est que finalement, c'est pas que ce que l'on construit soi-même. Vous dites le but c'est de tailler sa pierre, mais il y a aussi des choses que je reçois. Et je ne suis pas toujours, je ne suis pas seulement ce que j'ai fait moi-même de moi-même. C'est plus compliqué que ça. Si c'est sans doute sur le problème de la grâce, on pourrait dire que... Oui. Mais non, mais c'est normal, je veux dire, la maçonnerie n'est pas une église. Oui, c'est ça. Donc, oui, dire, si je vis dans un club de tennis, j'apprends à jouer au tennis, la grâce, c'est pas... Donc, je suis au 5e dame de judo, c'est pas la grâce qui intervient, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas la question. Mais pour les maçons réguliers, par exemple... il y a quand même, un souci de devoir s'inscrire dans un projet divin, dans le plan divin. Le monde n'est pas achevé, il est achevable, et pour pouvoir l'achever, pour pouvoir participer à sa construction, il faut s'inscrire dans le plan divin. Alors, c'est pas de la grâce, je vous l'admets volontiers, mais, alors, bien entendu, certaines obédiences en France, notamment, ne sont pas du tout dans cette perspective, ils sont dans une perspective totalement laïcisée. Mais pour la maçonnerie dite régulière, on est dans ce système-là. On est dans le fait de s'inscrire dans le plan divin. Oui, je comprends. Dans le projet divin. Oui. Puis le fait que le mot grand architecte, c'est important. C'est pas un Dieu différent de Dieu, c'est l'aspect de Dieu grand architecte. C'est-à-dire qu'il y a un projet pour l'humanité. Voilà, c'est lui qui a un projet. Et donc les maçons sont ses auxiliaires, on va dire, entre guillemets. Et donc il faut qu'ils s'inscrivent dans son plan. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut s'inscrire dans ce plan. Alors ce plan, bien entendu, d'une certaine manière, il correspond à tout bon humanisme, parce qu'après tout, là, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense aussi. Là, il n'y a pas on ne va pas non plus se raconter des histoires. Les humanismes, quelle que soit transcendance ou immanence ou rien du tout, ça, ils ont à peu près, j'allais dire, les mêmes bases. Mais il faut penser à ça. Tandis qu'une partie de la maçonnerie, dite libérale ou dite dogmatique, elle a un projet qui est plus, laïcisé et sociétal. Mais c'est ça qui les différencie. C'est-à-dire qu'au départ, il y a la même chose, le même souci de se construire soi-même, parce que c'est ça. Il ne faut pas oublier, qu'est-ce que c'est que la maçonnerie, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est une société initiatique. C'est important que ce soit une société initiatique. Une société initiatique, ça veut dire qu'on poursuit un processus de construction. Et ce processus de construction doit vous emmener à être
Alors, être des tas de choses en fonction des différents rites, on n'atterrit pas tout à fait au même endroit. Mais l'idée, c'est de se construire pour pouvoir participer à cet élan, pour être bâti, pour être mieux, pour être plus... certains qui sont un peu dans la tangente le voient comme une psychanalyse d'une certaine manière, même si ça n'est pas une. Et même si c'est dangereux de penser que c'est une psychanalyse. Je comprends. Non, parce qu'il faut jamais se tromper de domaine. Oui, oui. Ce que je veux dire, un processus initiatique maçonnique, ça ne remplace pas une psychanalyse. Oui, c'est autre chose, même si on vous invite à vous découvrir vous-même, etc. Mais c'est un autre processus qui n'a strictement rien à voir. Mais ce qui me pose un léger problème, c'est que... Si c'est qu'un léger, c'est pas grave. Oui, c'est léger parce que j'ai de sympathie pour la franc-maçonnerie, tout à fait, hein, franchement. Et j'ai pas de rejet ni d'objection majeure, mais j'ai des questionnements. On a pris le parallèle par rapport à un club de sport. Par exemple, vous progressez en tennis ou au ski, vous êtes première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, donc vous progressez, il y a des grades et vous êtes jugé sur votre compétence. Mais le problème, c'est que là, c'est pas une compétence extérieure, on parle de la personne elle-même. Et qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'assimiler la personne à ce qu'elle est, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et qu'en particulier, alors j'imagine que pour devenir franc-maçon, il n'y a pas d'examen de passage, mais il y a quand même des rites initiatiques, je ne veux pas dire que c'est des bizutages, mais qui sont quand même des façons de mettre un peu à nu la personne, de le secouer, de le tester, de voir, etc. Et donc c'est pas si simple, alors que dans l'église, quelqu'un veut entrer, tant qu'il veut être à l'écoute, il est bienvenu. Je veux dire, je ne dis pas, mais voyons, t'es qui toi, et tu fais quoi, et quels sont tes problèmes, et d'où tu viens, et qu'est-ce que tu penses? J'ai aucune question. Et donc, pour moi, en tout cas, qui suis responsable d'église et pas maître franc-maçon, j'aime que mon église soit ouverte. Et dans la maçonnerie, ce côté un peu de jugement de la personne, bon, chacun son fonctionnement, je vous dis une fois de plus, mais c'est quelque chose qui me dérange un peu éventuellement. Non, mais c'est tout à fait ça. Mais ça, c'est la tradition initiatique. Une tradition initiatique, par définition, c'est quelque chose de limité. Alors, on pourrait dire que, de manière un peu oxymorique, que tout le monde peut rentrer en maçonnerie, mais que tout le monde ne rentre pas. Ah oui, rentre pas dedans parce qu'elle n'arrive pas. C'est pas la foule, c'est pas, vous voyez, c'est pas le même, c'est pas un temple, même si on a des temples, mais c'est pas tout à fait le même. C'est pas le même. C'est pas si vous avez l'appel qui vous arrive, vous rentrez dans le temple. Là, c'est pas comme ça. Vous devez subir, comment dire, un processus. Un processus, d'une certaine manière, d'examen. Mais là où je suis un peu, je voudrais introduire une nuance. En maçonnerie, puisque vous avez pris l'exemple d'un club sportif, on ne vous demande pas de sauter 1m80. On vous demande de sauter aussi haut que vous pouvez. Donc si vous pouvez sauter 1m40 et que vous sautez 1m40, c'est mieux que si vous pouvez sauter 2 mètres et que vous sautez 1m80. D'avoir une juste conscience de ce que l'on sait faire. Et voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de compétition. Vous savez, c'est un peu comme la marche en montagne, chacun marche à son rythme. D'accord. Alors, et même à la limite, peut-être certains n'arrivent jamais au sommet, mais ce n'est pas mon problème. L'important, c'est de marcher. Donc là, on est dans la même situation. Mais si c'est l'idée que c'est un club fermé, par définition, c'est un club fermé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que si ce n'était pas un club fermé, on perdrait le sel de ce que nous sommes. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui, alors, parce que disons que nous, on est... Il y a plusieurs choses. Si vous arrivez à... Alors après, il y a le fonctionnement du groupe avec toutes les faiblesses qu'il peut avoir. Mais si dans un groupe... vous avez une telle confiance avec l'ensemble du groupe qui vous accueille, vous pouvez effectivement vous mettre à nu parce que vous savez que ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, c'est le contraire de la télé-réalité. Là. On n'est pas du tout... On ne peut pas filmer. Vous voyez, non, on ne peut pas filmer. Et même si on filmait, d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens, d'une certaine manière. Ça se fait de temps en temps, vous voyez des cérémonies, mais bon, on a l'impression que c'est l'ouverture de la Chambre des Lords en Angleterre, ça n'a aucun sens. Mais là, quand un frère vient, enfin quand un profane vient, il est inquiété, on lui pose des questions, on lui demande pourquoi il veut venir, est-ce qu'il est disponible, est-ce que ça pose pas des problèmes avec son voisin, sa femme, son épouse, enfin, etc. Et donc, pour essayer de le connaître, parce que quand vous mettez dans un groupe relativement petit, une loge,
c'est entre 20 et 50 membres. Hein, c'est pas, enfin, il y en a qui font 100, mais c'est rare. C'est un petit groupe. Si vous laissez rentrer dans un groupe quelqu'un qui n'est pas intégré, ouais, ça pose problème. Eh bien, ça pose problème. D'où le fait qu'il y a tout un rituel qui est sans doute qui est symbolisé par les différentes chaînes d'union, qui sont pas que des manières de se tenir, si j'ose dire, qui font que tout de suite, le plus beau système, c'est le rite anglais d'émulation, où le nouveau est entre le dernier arrivé et le président, non, le plus vieux de l'atelier et le président, et on lui dit, tu vois, tu viens d'arriver, mais tu vas aller là, tu seras là, pour que jamais ça ne s'arrête. La chaîne ne doit jamais s'arrêter. Et ça, il faut un peu travailler, sinon, ce qui arrive parfois, vous avez des groupes qui déraillent complètement. Parce que c'est difficile de faire cohabiter 20, 30, 40 personnes qui ont des personnalités différentes, qui ont parfois de fortes personnalités. Et ce qui est assez intéressant, c'est, moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est un tas de gens qui, dans le monde profane, comme on dit, ont des responsabilités très élevées et qui se tiennent gentiment dans leur coin sans rien dire. Vous voyez, quand je vois en menuisier, compagnon du devoir, présider un atelier et qu'il y a 4 préfets qui se lèvent et qui se mettent au garde à vous et qui se taisent, eh bien je me dis c'est assez beau, ouais, c'est intéressant. Alors ça, des fois ça marche pas. Hein, bon, mais par contre, mais voilà l'idée. J'ai vu sur TikTok que dans certains rites, pour être initié, il fallait cracher sur un crucifix. Oh, ça c'est des imbécilités. J'allais dire autre chose. Ça c'est faux complètement. Ça, c'est comme quand le pape est élu, on vérifie si c'est un homme ou des trucs. Non. Mais c'est très répandu. Moi, j'avais une de mes tantes qui était... Alors, mes parents sont mixtes. Enfin, ils sont mixtes sexuellement. Mais ils sont mixtes religieusement. Mon père était protestant et ma mère catholique. Je dis était parce qu'ils sont décédés tous les deux. Donc, ils avaient décidé de faire quelque chose qu'ils faisaient assez souvent. Les enfants avaient la religion du sexe du même sexe. Les garçons protestants. Donc, mon père est protestant, mais mes tantes sont catholiques. Eh bien, elle était persuadée de ça. Et qu'on crachait sur et qu'on piétinait le truc et qu'on avait des pieds de bouc, enfin des tas de trucs. Oui, c'est vrai qu'on disait que les protestants avaient la langue bleue. Mais par contre, je pense que ce qui est important et ce qui pour moi m'éclaire beaucoup dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement la maçonnerie n'est pas une église. Donc, quand je dis moi dans l'église j'accueille tout le monde, bah là c'est pas une église, c'est un club de réflexion. C'est ni une église, ni une religion. Autre chose. Ni une église, ni une religion. Cela dit, on m'a dit que la maçonnerie en France en tout cas se portait plutôt bien. Et qu'elle était plutôt en croissance, et que une des explications de la croissance de la maçonnerie en France pouvait être due en partie, j'allais dire, à la régression des églises, c'est-à-dire que les gens en fait ont besoin d'avoir une communauté et peut-être une recherche d'un lieu de spiritualité, de recherche, de réflexion qui soit ouvert et non dogmatique. C'est pas facile à expliquer. Si on schématise, mais il faut toujours se méfier de ce genre de choses. Les deux ennemis de la maçonnerie en France qui étaient l'Église romaine et le Parti communiste, qui structuraient la société française il y a encore 50 ans, on va dire, sont en déclin. Et donc, effectivement, ça a élargi le... Mais c'est pas la seule explication. Je crois que le zapping, la maçonnerie, c'est très zapping, vous voyez ce que je veux dire. C'est très, on se fait sa salade, quoi, oui. C'est ça. Au niveau, bon, dans une obédience dite régulière, par exemple, on vous dit vous croyez en Dieu. Alors vous répondez oui. Ça s'arrête là. Oui, c'est ça. Après, votre Dieu, vous faites ce que vous voulez, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un mélange assez astucieux entre un système extrêmement cadré et qui est rassurant parce que je pense que les gens ont besoin de cadre et ont besoin d'appartenir à quelque chose et d'une identité et en même temps d'une pensée très ouverte, ce qui est le cas en tout cas moi, des groupes maçons que je connais. Non, il n'y a pas de doctrine maçonnique. Et oui, c'est ça, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas la ligne du parti. Et avec des gens très divers, et ça je trouve ça, c'est vrai, cette ouverture, je la trouve absolument formidable. Donc et aujourd'hui où on fait quand même au niveau religieux, vous avez des tas de gens qui font du bricolage.
Si vous prenez les catholiques non pratiquants, majoritairement, ils croient comment on appelle ça, à la transmigration des âmes, comme les bouddhistes. Ah oui, la réincarnation. À la réincarnation. Donc, vous voyez, pour vous dire qu'on peut bricoler, même là. Ah non, pas chez moi. Je sais très bien. Mais... non, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, là c'est la même chose. Oui, je comprends. Vous retrouvez au niveau spirituel, philosophique. Alors, politique, on essaye de pas trop le mettre en avant parce que c'est des sujets d'engueulade qui ne sont pas forcément... Enfin, politique au sens politicien, hein, si c'est construction de la cité, oui, mais si c'est pour savoir pour qui vous allez voter, c'est votre problème, quoi. Mais au niveau donc philosophique, spirituel, métaphysique, etc., vous avez une telle variété de gens qui eux-mêmes sont variés. Oui, mais ça, il n'y a pas de... Il y a pas... Alors, on a quelques pasteurs, par exemple, qui sont, si j'ose dire, pasteurs. Mais on a des... Si vous prenez les protestants, hein, qui sont en maçonnerie, là aussi, il y en a plusieurs dans la maison du Seigneur. Là. Toutes sortes, oui. C'est une grande variété depuis non, mais c'est bien ça, formidable. Et donc, quand vous mélangez tout ça, ça évite ce qu'on pourrait appeler le dogmatisme. Il n'y a pas de doctrine maçonnique. Alors après, ce qui est... Il y a quelques éléments de base, mais il n'y a pas de doctrine maçonnique. Le chemin initiatique n'est pas dogmatique par définition. Alors après, la question de l'enseignement initiatique est une grande question, même en théologie, même par rapport à l'Évangile. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a des choses qu'on dit à certains degrés qu'on ne dit pas à d'autres, et il y a des gens, un débutant ne dira pas la même chose qu'à un autre, alors que moi, quand je prêche le dimanche, je ne dis pas « non, attendez, là, si vous n'avez pas 20 ans de protestantisme, vous n'avez pas le droit d'écouter mon sermon, et donc je prêche, je dis à tout le monde ». Et Jésus, quand il prêchait, ne faisait pas des groupes en disant « alors bon, ceux qui ont fait de la théologie vont là, ceux qui connaissent rien vont entendre autre chose ». Il balançait ce qu'il avait à dire, et puis voilà. Et donc, non, mais comment vous justifiez ça ? C'est pour ça que je vous répète que c'est ni une église, ni une religion. Et c'est pour ça que l'on peut... moi, j'ai jamais considéré que protestantisme et maçonnerie, ça interférait. C'est deux choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes. Oui, mais est-ce que je devrais, moi, avoir un enseignement différent suivant les personnes à qui je parle ? Non, mais c'est pas le but. Le but d'un berger, c'est d'accueillir tout le troupeau. Oui, mais moi, j'ai quand même l'idée de former les gens et de les aider à progresser. Vous ne pouvez pas dire que c'est complètement indépendant. Non. La brebis qui a des beaux yeux. Oui, mais moi, je ne fais pas que de dire Dieu vous aime. J'ai quand même l'idée dans mes sermons d'aider les gens à se construire, à progresser, à avancer. Non, là, on est dans une construction individuelle. Une construction individuelle réservée à ceux qui ont fait ce chemin. Et ceux qui n'ont pas fait ce chemin, ils n'ont pas fait ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ce chemin. La chose dont on se rapprocherait le plus, à la limite, c'est une confrérie soufie. Je ne connais pas trop, mais... Mais ça serait, à la limite, ce dont on serait le plus proche. Ouais. Sauf que dans les confréries soufis, la transcendance est plus présente. Hein. Mais sinon, c'est ça. C'est ceux qui rentrent pas, ils rentrent pas. Mais c'est un peu de la même manière que tout le monde n'est pas pasteur. Même si... Alors, l'exemple est un peu mauvais, mais tout le monde n'est pas curé. Non, mais cela dit... Là, non, parce que là, on est dans le sacerdoce et le laïc. Oui, mais ce qui est vrai et ce que j'assume, c'est que je ne dis pas la même chose à un groupe d'enfants de 10 ans qu'à un groupe d'adolescents de 15 ans, qu'à un groupe de gens qui découvrent le protestantisme, que ce que je vais dire comme partage biblique à une pastorale. Finalement, si j'ai que des pasteurs autour de moi ou des docteurs en théologie, je pourrais me permettre de dire des choses éventuellement déstabilisantes que je ne dirais pas à un nouveau dans la foi. C'est ça que je veux dire. Mais dans votre vie quotidienne, ça vous arrive tout le temps, ce genre de choses. Oui, on adapte son discours, forcément. Ça vous arrive tout le temps. Moi, mon médecin, avec qui j'ai des relations très, très courtoises, il m'explique qu'il ne parle pas à ses patients de la même manière. Il me dit, je vous dis, je peux vous secouer, mais il y en a certains, si je leur dis, oh là là, vous avez une grippe, ils pensent qu'ils vont mourir, quoi. Donc il faut l'adapter. Moi, j'ai eu la chance de vivre un événement absolument extraordinaire qui est la leçon de Toulon de... ça y est, là c'est l'Alzheimer, le grand spécialiste de la Méditerranée. Il a fait dans la même journée un cours sur la Méditerranée à une école primaire, à un collège, à un lycée, à la faculté et au public. Et
il parlait toujours du même sujet, mais il ne parlait pas de la même manière. Ouais, non, mais je comprends il ça. parlait pas de la même manière. Ouais. Donc, c'est pas... Et avec, donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, on a un langage entre nous, par définition, qui font que ceux qui ne sont pas du groupe ont du mal à suivre. Alors, je suis prêt à le comprendre parce que, surtout depuis... Après, il y a les petits malins qui ont rien compris et qui disent « Oh là là, nous, on est... » parce qu'on parle... J'ai peur que vous parliez de moi. Non, mais voilà, ça, c'est le grand... c'est les comiques. Ça. Mais je comprends ce que vous dites parce que depuis Karl Barth dans la théologie protestante et moi en particulier, on a une théologie dialectique, c'est-à-dire on sait que les choses sont jamais simples, mais qu'il y a toujours un autre aspect, qu'il faut maintenir la dialectique. Donc en fait, l'idée de l'enseignement initiatique, c'est qu'il y a une dialectique, mais qu'on l'étale dans le temps en fait. Je prendrai un exemple, vous me direz si c'est vrai, mais on m'a appris que le symbole des maçons, c'est un compas avec une équerre, c'est ça? Alors si j'ai bien compris, vous me direz si c'est vrai que chez les débutants, le compas est sur l'équerre, c'est-à-dire ça c'est l'esprit. Non, c'est le contraire. Ah merde, excusez-moi. Non, bon, c'est pas grave. En tout cas, au début, c'est l'esprit qui doit dominer la matière. C'est l'équerre qui est sur le compas. Ah bon? Donc c'est l'esprit qui doit dominer la matière. Non, c'est la matière qui domine l'esprit. Ah, je crois que c'était le contraire, je suis déçu. Je trouvais ça bien. Je vais faire un nouveau groupe maçonnique. Au début, on explique aux gens qu'il faut que ce soit l'esprit qui domine la matière. Ensuite, on progresse, c'est croisé. Donc on dit, il faut quand même un peu de matière quand même, parce que si on n'est que spirituel et qu'on n'est pas sur Terre, à ce moment-là, rien ne va plus. Après, c'est l'esprit qui domine la matière. Ah oui, vous finissez par là. C'est dommage, je suis déçu, c'est trop simple. J'aurais aimé qu'au contraire, au début, on explique aux jeunes, écoutez, l'important c'est l'esprit. Après, il faut trouver la synergie. Et que finalement, quand vous êtes très élevé, que de toute façon, votre dimension spirituelle est indéniable, je dirais finalement, en fin de compte, c'est l'engagement terrestre qui compte. Et ça, ça résumerait l'évangile de Matthieu, qui très mystérieusement parle beaucoup de Dieu dans tout son évangile et qui conclut son évangile par le jugement des nations, où il dit finalement, écoutez, vous pouvez tout oublier, l'important c'est j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, et donc finalement on a l'impression qu'il va remplacer tout son évangile par une sorte de façon simplement d'aider concrètement son prochain, ce qui n'est audible que si on a entendu le reste, c'est-à-dire que si on reste au dernier chapitre de Matthieu sur le jugement des nations, on va transformer l'évangile dans une sorte d'action sociale finalement purement humaniste, alors que ça n'est audible que si on a compris que le spirituel était important avant. Oui, donc mais finalement, il y a même dans, vous voyez, il y a cette espèce de dialectique qui est filée. En maçonnerie, c'est pareil. En maçonnerie, quand vous avez tout compris, on vous dit maintenant, fais ce que tu dois faire. Voilà. Donc, autrement dit, je comprends qu'il puisse y avoir des explications. Après, il peut y avoir des parallèles, effectivement, au niveau de les débats, comment dire, la culture religieuse est omniprésente, mais elle n'est pas omniprésente en tant que sujet de dogme, elle est omniprésente en tant que progression. On arrive, là, on a souvent ce genre de choses. Un maçon, quand il a fini, il y a même des hauts grades, on lui dit maintenant on t'a tout donné, débrouille-toi, fais ce que tu dois faire, fais ce que doit, advienne que pourra. Vous voyez, il y a des formules comme ça. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est des formules comme ça. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de fin dans l'initiation. Parce que celui qui pense qu'il atteint, là, un peu comme, je ne sais pas, alors je ne suis pas compétent, donc je dis peut-être une bêtise comme dans les religions orientales, une espèce d'état extraordinaire. Non, il n'y a pas d'état. L'important, c'est le chemin, j'allais dire, le but. Voilà. Alors, pour conclure, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas franc-maçon. Beaucoup de gens pensent que je le suis parce que je prêche souvent sur les prologues de Jean, parce que j'aime beaucoup les symboles et l'Ancien Testament, donc j'ai prêché sur les Yakin et Boaz et colonnes du temple, j'ai fait dernièrement un sermon sur le mot de passe Shibboleth et d'autres choses, donc tout le monde suppose que je suis franc-maçon, mais je ne le suis pas pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de sympathie pour tout ce qui s'y passe, mais je ne suis pas assez discipliné pour ça. Donc je pense que si on me faisait entrer dans la franc-maçonnerie, à un moment donné, je mettrais un coussin péteur sur le siège du grand maître ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que un peu de règles, c'est bien, mais qu'à un moment donné, il faut quand même un petit peu de créativité et d'imagination, et que tailler une pierre toute sa vie, ça m'ennuie un peu. Donc j'ai besoin
voilà, tailler une pierre carrée, moi j'ai besoin, voilà, je veux Michel-Ange, moi, qui fait mais la question... L'inventivité, la créativité, l'imagination, je pense que tout ça, ce sont des qualités essentielles de l'humain. Et je crains que du coup je me sente à l'étroit dans ce type de système. Mais cela dit, donc c'est pas une critique de fond, c'est juste ça explique pourquoi je ne suis pas. On n'est pas que franc-maçon. Ah oui, on peut faire sa créativité ailleurs. Donc je peux mettre un coussin Peter sur la siège de quelqu'un d'autre. Si ça vous amuse, oui. Du président du consistoire, c'est absolument pas un problème. Non, cette idée-là que vous trouvez souvent en maçonnerie, moi ça m'agace, il y a écrit le frère machin. Mais le machin, il n'est pas que frère, ouais, il est un tas de trucs. Oui, ça m'arrive de respecter des règles quand même. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis le fils de mes parents, je suis agrégé d'histoire, je suis du Midi, j'ai des idées politiques, sociales, j'ai une fille, j'ai vu des pays, j'en ai pas vu d'autres. Enfin, je veux dire, je suis un tas de trucs. Et vous êtes à quel grade? Ça vous saurez pas. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que c'est idiot. C'est idiot. Il y a pas de... Alors en plus, ça ne veut rien dire. Pour un franc-maçon, ça ne veut rien dire. Bon, ben tant pis. Non, mais ça ne veut rien dire parce que... alors, si on prend la maçonnerie stricte, ce que les Anglais appellent le craft, c'est-à-dire le métier, il y a 3 grades. Apprenti, compagnon, maître. Point. Après, c'est greffé autour des tas de systèmes. Oui, ça dépend des obédiences. Bon, et alors vous en faites 1, 2, 3, 25, 36. Bon, voilà. Alors, quand vous êtes un général, moi je dis souvent que quand quelqu'un vous dit qu'il est en fin de parcours, là, qu'il est arrivé au grade ultime, ça prouve qu'une seule chose, c'est qu'il est vieux. Oui, c'est ça. Bon. Parce qu'il faut un certain temps pour y arriver, voilà, c'est tout. Donc vous avez encore beaucoup de chemin à faire et je vous le souhaite. Comme vous avez dit, c'est ça qui est beau. En tout cas, merci d'être venu tout le plaisir était pour moi. Nous parler de ce milieu que certains connaissent sûrement, mais que d'autres connaissent mal et qui finalement, voilà. Donc en tout cas, tout ça est extrêmement intéressant et je vous remercie beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci, à bientôt pour un autre entretien.